Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait sport. Par ce temps glacial, je vous propose de passer 1 heure avec nous bien au chaud devant votre écran. Le programme, nous allons parler évidemment de l'actualité du sport yvelinois, local yvelinois. 4 chroniqueurs vont m'accompagner aujourd'hui dans cette émission. Présentation en musique. On commence à ma droite, il ne vous laissera pas de glace, j'en suis sûr. Quand il est sur la piste du Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines, on le surnomme le Blizzard. Il sera notre spécialiste cyclisme aujourd'hui. Le capitaine Yann Dujarier du club de Vélizy 78 est avec nous. Toujours, c'est cela. C'est votre surnom? Le quoi, le capitaine? Le capitaine. Ah, le Blizzard. Le Blizzard. Le Blizzard. Non, j'espère que je suis moins froid qu'il en paraît. Et j'espère que je ne donne pas cette impression justement de froideur. Bon, en tout cas, vous avez réussi à venir malgré les conditions climatiques compliquées. Mon vélo passe partout. On passe de l'autre côté musique. C'est notre reine des neiges à nous. Elle souffle le chaud et le froid chaque semaine sur les bars de pole dance, son sport de prédilection. Notre ambassadrice de charme, notre flocon, Hélène Delagrange, est avec nous pendant 1 heure. Eh bien, je suis ravie. Et notre flocon, c'est mignon. J'aime bien. Flocon, vous aimez bien? Très bien. J'aime bien. Et vous êtes arrivé jusqu'ici. Et oui, j'ai réussi. J'ai dû me rhabiller quand même pour venir, mais ça va. Je suis pas venue en tenue de pole danceuse. Pole danceuse. Ah non, je pouvais pas. Là, trop froid. Bah oui, vivement l'été. On passe de l'autre côté à musique. Vous le connaissez tous. Il erre dans les rues de Versailles seulement vêtu d'une peau de bête en plein hiver sous la neige. Aujourd'hui, par décence pour vous, chers téléspectateurs, il est venu en costume. Notre gladiateur Pierre Chevalier du Rugby Club de Versailles est avec nous. Salut Mickaël, effectivement. Rien de m'habille. J'ai garé mon traîneau et mes chiens en double fil devant et voilà, présent. Donc comme pas de peau de bête aujourd'hui. Pas de peau de bête. Elle est un petit peu humide depuis hier soir, donc je l'ai remisée et j'ai mis une petite veste. Bon, une prochaine fois peut-être. Voilà, je vous la rapporte. On termine de l'autre côté musique. On a de la chance de l'avoir sur ce plateau avec nous car il souffre de kynophobie, la peur de la neige, et la kinocéphobie, la peur des boules de neige. Mais il a décidé de venir en luge aujourd'hui pour vaincre ses phobies. Jean-Miss est avec nous. Bonsoir. Comment allez-vous, Jean? Très bien. J'ai un petit peu de mal à dire. Oui, je ne connaissais pas la peur des boules. Donc, de neige. Les boules de neige, oui, les boules de neige, bien sûr. Non, mais c'est très bien. J'ai fait un bonhomme de neige, d'ailleurs, ce matin. Pour vaincre votre phobie, justement. Justement, pour vaincre la phobie, mais bon, j'avais tout prévu. J'avais sorti le chapeau, les gants, l'écharpe, le balai et tout. C'est quand j'ai sorti la carotte, là, je me suis fait virer, par contre. Mais sinon, voilà, tout va bien. Un Jean-Miss en grande forme. Nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler automobile et de Tristan Couedel qui vient de terminer le Rallye Africa Eco Race. Nous ferons également un coup de projecteur sur le e-sport. Le tournoi de Hearthstone était organisé à Versailles, mais avant de développer ces thèmes, on va parler de cyclisme. Troisième finale de la Coupe d'hiver au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. La compétition organisée le dimanche 27 janvier a regroupé cette année 8 clubs franciliens de la catégorie minime aux élites. L'événement est en pleine expansion. Il est passé de 90 à plus de 130 participants depuis sa création. On écoute l'un des organisateurs, Jean-Michel Richefort, au micro de TV78. Ça fait partie des objectifs de beaucoup de coureurs et de beaucoup de pistards. Et cette Coupe d'hiver fait partie d'une très bonne préparation. Et pour certains, ils vont attaquer les épreuves sur route, notamment les coureurs d'endurance vont attaquer les épreuves sur route dans 1 mois. Et donc c'est une excellente préparation à la piste. Parmi ces coureurs présents, 24 féminines sur la piste. Une première pour l'événement. Marine Cloarec du club de Puteaux n'a pas hésité à participer à ce rendez-vous au Vélodrome national de Saint-Quentin-les-Yvelines pour promouvoir le cyclisme sur piste féminin. Ça nous permet de nous mettre en avant et de voir que le cyclisme féminin est en progression par rapport aux années précédentes. Ça permet aux gens de voir que le cyclisme féminin sur piste, surtout aussi pour montrer qu'il y a des filles à faire de la piste et que voilà, on a quand même un niveau et qu'on a notre place dans le cyclisme sur piste. La question sur ce thème, cette compétition doit-elle être pérennisée dans le temps ? Oui ou non? C'était la 3e édition. Est-ce qu'il en faut une 4e, une 5e, une 6e, 7e, une 10e peut-être un jour? Oui, pour tout le monde. Jean, pourquoi? Mais parce que... Voilà. Parce que... une compétition, une compétition quelle qu'elle soit, il faut qu'elle soit pérennisée. Ça va de soi. Plus il y a de sport, mieux c'est. D'autant plus que là, on est en constante progression au niveau des participants. Voilà, donc, 90 de 90 à 130 participants. Voilà, j'ai bien entendu, vous avez vu ça un peu? J'ai bien écouté. Donc voilà, c'est un signe, ça veut tout simplement dire
qu'il y a de plus en plus de compétiteurs qui s'engagent là-dessus. Donc c'est un point positif. Et en aucun cas, on devrait l'arrêter. La question, d'ailleurs, ne se pose pas. Hélène, vous aussi, vous aimez cette compétition? Oui, je rejoins son avis. Je pense que les entraînements, c'est bien, mais la compétition, c'est d'un autre niveau. Yann le disait justement à la précédente émission. En plus, je pense que quand on donne pas la même chose quand on est en compétition que quand on est en entraînement. C'est l'occasion de se mesurer. En plus, c'est le cyclisme féminin, donc ça a besoin. Il n'y a pas que féminin, mais il y en a 24 féminines. Voilà. Ce qui est énorme dans une compétition comme celle-là. C'est à continuer à faire grandir en nombre et puis en notoriété. Donc pour moi, oui, à pérenniser dans le temps. Pierre Chevalier, c'est un vrai plus? C'est un vrai plus. Le cyclisme fait partie de ces rares sports qui ont un intérêt en outdoor et en indoor. Et là, pouvoir promouvoir le cyclisme sur le vélodrome de Saint-Quentin en plein hiver, quand la plupart des autres sports, notamment collectifs, ont froid. C'est une très bonne chose pour justement la promotion, et notamment quand on peut aussi faire la promotion du sport féminin en même temps que celui des garçons. C'est une excellente chose de pouvoir attirer de plus en plus de monde sur une activité sportive comme on irait au cinéma ou au bowling se mettre au chaud. Yann Dujarrier, vous y étiez, vous, sur cette compétition, hein. Ah ouais. Mais vous n'avez pas forcément brillé, hein. Il faut le dire. Et pour pas toujours être. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, déjà, première chose, je voudrais juste. On a des images de l'après-course. Ce ne sont pas 8 coureurs, ce ne sont pas 8 clubs qui se rencontrent, sinon ce serait un interclub. On vous voit. Ouais, on voit un peu en train de décoller. Tout va bien. Ce sont 8 clubs qui se réunissent pour organiser cette compétition. Il y a 5 compétitions, 4 ou 5 compétitions pendant de novembre jusqu'à janvier. Et ensuite, on fait une finale. On fait une finale. On fait une finale. Laissez-le se concentrer. Voilà. Oui, parce que là, vous allez perdre je vais perdre mon fil. Mais en effet, je vous ai montré la lune. Donc voilà, c'est vrai que moi, ce type de compétition reste dans un esprit amical, voilà. Mais il y avait des compétiteurs de toute la France. Il y avait des compétiteurs qui venaient du Nord-Pas-de-Calais, il y avait des compétiteurs de Normandie, il y en avait d'autres de Vendée. Donc voilà, ça se déplace. Il y a un vrai intérêt, un vrai attrait, parce que venir courir sur le Vélodrome national, je pense qu'on proposerait à n'importe quel compétiteur de rugby d'aller faire un stage à Marcoussis, il serait partant tout de suite. D'aller à un footballeur, d'aller à Clairefontaine, ce serait la même chose. Donc voilà, là on est dans l'antre du cyclisme national, et c'est vrai que ça apporte du cachet. Oui, voilà, ça donne envie de venir courir. Mais le gros problème que l'on a, c'est que ça coûte très très cher d'organiser au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Il faut savoir que c'est une structure qui a la même réglementation que le Stade de France en termes de sécurité. Et donc, à chaque fois que vous organisez un événement au Vélodrome, il faut mettre en place des agents de sécurité. Et ça a un coût qui est... plus la location, voilà. Donc c'est un coût qui est quand même assez important, et c'est la problématique que l'on rencontre quand on veut organiser des événements sur le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Maintenant, ouais, moi je suis super fan. J'ai pu discuter dimanche et même hier à l'entraînement avec le CTR, qui est tout nouveau depuis la rentrée. Alors c'est le Conseil technique régional. Merci, voilà, Conseil technique régional. Et donc qui est tout nouveau, qui a de très bonnes idées. C'était un ancien entraîneur d'endurance de l'équipe de France qui est repassé sur la région Île-de-France, et c'est vrai qu'il a une vision qui est plutôt intéressante. Là, on a fait un tournoi de vitesse qui a été un peu innovant. On est sorti des schémas classiques, histoire que après le 200 mètres et les qualifications soient faites, qu'on puisse courir entre coureurs de même niveau. Et donc, du coup, plutôt que de tomber sur des gros et donc de pas pouvoir faire un match qui serve à quelque chose, voilà, là, on a fait un très beau tournoi. Ce qu'ils ont fait cette semaine, enfin ce week-end pour tous les compétiteurs, c'était super de pouvoir faire 3 manches différentes sur une même journée. On a vu de très belles courses avec une belle densité, et c'est vrai que, moi, j'ai beaucoup regardé la course des premières KT. Ça a envoyé très très fort.
un des effets marquants sur les épreuves de qualification, on a eu Arnaud Desmarques qui s'est déplacé et qui est venu courir il y a une quinzaine de jours. Donc voilà, même des pros. Arnaud Desmarques, une affiche du cyclisme sur route, sur oui, route bien sûr, à la VFDJ, qui est un garçon qui gagne des étapes sur le Tour de France, qui gagne des étapes toute l'année sur route. Et donc voilà, ça montre que les épreuves sur piste ont un vrai intérêt et j'ai pu en parler avec lui à l'entraînement aussi. Il me dit j'aimerais bien pouvoir intégrer la structure nationale pour faire de la poursuite, mais les entraîneurs, les programmes ne sont pas toujours compatibles. On va laisser la parole aux autres un petit peu. Yann Dujarrier, je sais que vous êtes passionné par le sujet. Il n'y a pas de souci. Le vélodrome, ça a dû cacher, Jean. Ah mais toujours, bien sûr. C'est quand même. Et puis pour une fois qu'il y a du cyclisme au vélodrome, on va pas s'en priver quand même. C'est la blague de toutes Parce que généralement, est-ce qu'il y avait du monde, est-ce qu'il y avait du public? Eh bien non. Non. Comme d'habitude, il y avait 300 personnes dans les 300 à 500 personnes. Voilà, sont les organisateurs. Ah oui. Selon la police, 2. Alors, si la performance de Yann Dujarrier, parce qu'il a esquivé la question sur sa performance, a fait beaucoup parler dans les travées du vélodrome, parmi les 300 personnes qui étaient présentes. Un autre fait marquant a eu lieu sur la piste. Quelques gouttes d'eau venues du toit ont un peu perturbé la compétition. Les organisateurs devaient essuyer la piste à chaque passage des coureurs. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre Chevalier? C'est génial. C'est dire que les budgets sont sûrement difficiles à boucler et que... Apparemment, il n'y a pas assez de vélos, peut-être. Ou pas assez d'événements, ou pas assez de locations sur des gros événements qui attirent du public, parce que ça permet peut-être pas de faire face aux frais généraux et aux frais d'entretien. Bon, ça arrive dans la plupart des structures sportives, alors couvertes a fortiori, mais là, quand il y a une notion de danger supplémentaire, de glissade, ouais, là, c'est à surveiller de près. Hélène, qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais je rejoins. L'équipement a été inauguré en 2014, je le rappelle. Oui, c'est pas vieux. Après, est-ce que l'intégralité des travaux et tout ce qui avait été prévu a été fait? Non, ils n'ont pas fait le tour. Non, mais parce que c'est un vélodrome couvert. Parce qu'après ils ont réduit peut-être certains frais ou alors en effet des frais d'entretien. À la conception, Yann Dujarrier. Et donc sur la toiture, je n'ai pas mis les pieds là-haut, mais voilà, sur la toiture, il y a un boulon pour pouvoir fixer certains des choses. Et donc, sur chaque boulon, normalement, il aurait fallu mettre un joint pour ne pas que l'eau puisse pénétrer, et ça n'a pas été fait. Donc aujourd'hui, la problématique, elle est que, en effet, il y a de plus en plus de fuites sur le vélodrome. À chaque séance où l'on vient, on voit de nouvelles petites marques à droite à gauche. Et je rappelle que le vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines va être un lieu emblématique des JO de 2024 à Paris. C'est pas grave, puisque les JO ont lieu au mois d'août. C'est pas très grave. Mais il peut pleuvoir. Et puis ce qui est regrettable, c'est quand même, on voit encore le cyclisme avec une affaire de joint, quoi. Non, mais je pense que de toute façon, d'ici qu'on arrive en 2024, ils auront quand même au moins les moyens financiers de rajouter. Là, c'est pas une histoire financière, c'est comment que c'est un défaut de conception. Oui, mais ils peuvent pas aller les rajouter. Là, c'est les assurances qui se battent les uns contre les autres pour la malfaçon. Pour la malfaçon. Garantie malfaçon. Pierre Chevalier. Il y a une décennale de toute façon, je pense, et puis d'ici 2024, il y a largement le temps d'accorder les violons entre les assureurs et les maîtres d'œuvre ou maîtres d'ouvrage. Le temps passe. Mais oui, c'est dans 5 ans, mais les premières fuites, on les a vues apparaître. Les premières fuites, on les a vues apparaître en 2016, je crois. 2015 lors des championnats du monde. Alors c'était pas des fuites, c'était de la condensation à l'époque. C'était de la condensation, c'était une bonne blague. Il y a peu de problème d'eau en tout cas dans ce vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Tout va bien. Prendre de la piscine. On ouvre maintenant une thématique sport automobile. Le pilote yvelinois Tristan Couedel, originaire du petit village de Blaru, a réussi à terminer le rallye africain Africa Eco Race, un rendez-vous qui propose un tracé proche de l'ancien Dakar. C'est une première pour Tristan qui avait déjà tenté sa chance sur le Paris-Dakar. On écoute sa réaction. L'arrivée à Dakar sur la plage fait tout oublier. Après, les jours ont été longs, intenses. On a fini beaucoup de spéciales de nuit. Et pour résumer un petit peu, on passait entre 10 et 11 heures par jour dans la voiture et entre 3 et 6 heures sous la voiture en arrivant au bivouac, puisque comme on était parti sans assistance, nous faisions nous-mêmes notre mécanique, quoi. Et au classement général, Tristan Couedel et son coéquipier Édouard Sino ont réussi à terminer la course à la 21e place et premier de leur catégorie. La question sur ce thème, que doit-on retenir de cette performance? Vous pouvez noter sur vos petites ardoises ce qu'on doit retenir de cette performance.
Non, vous retenez rien, vous, Hélène? Non, moi je ne retiens rien. Un cœur? Non. Oui. Un cœur pour chacun d'entre eux. Pierre Chevalier, pour vous, c'est l'Afrique. C'est le retour en Afrique. On en avait parlé lors de la présentation de la course. C'est au moment où il s'appelle toujours le Dakar, roule en Argentine. C'est une bonne chose de voir le rallye raid et la course automobile revenir sur les magnifiques paysages africains et qu'un Yvelinois puisse s'aligner, terminer à une bonne place. C'est aussi une très bonne chose pour la mise en avant de cette discipline notamment, et quand on regarde ces images, ça rappelle les grandes heures du Paris-Dakar quand c'était sur le territoire africain, sur un continent qui est fait pour la course de rallye raid. On l'avait dit, on l'avait évoqué. C'est très agréable de revoir ces images-là. Jean-Miss, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez noté sur votre ardoise? Rien, moi je suis à l'école, j'étais comme ça déjà. Je notais jamais rien, tout dans la tête. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans votre tête? Il y a plein de choses. Il est sympa, on l'a déjà rencontré lui, il est très très sympa. Il était venu sur ce plateau. Oui, il est super sympa. Et c'est une très belle performance sportive parce qu'on sait quand même que ce genre de compétition, c'est très 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 difficile. En plus sans assistance mécanique, d'où la difficulté encore plus importante. Donc là, on peut que tirer le chapeau parce que franchement, c'est vraiment des heures et des nuits courtes et vraiment avec une fatigue énorme. Il est resté parfois jusqu'à 6 heures après la course pour réparer sa voiture. C'est obligé, ça. Par contre, il n'a pas dû oublier de se brosser les dents. Mais c'est fantastique. Je ne sais pas s'il avait le temps pendant son périple. Les Colgate. J'ai marqué peu de moyens et beaux résultats. Ça a terminé 20. Vous pouvez montrer votre petite ardoise. Ouais, mais c'est écrit comme un cochon, donc peu de moyens, beaux résultats. C'est vrai que terminer 21e et premier de sa catégorie, alors que on est sans assistance et qu'on y passe quelques heures tous les soirs pour remettre la voiture en état pour repartir en un matin. Chapeau. Le rallye Dakar, est-ce que l'Eco-Race est plus facile que les anciens Paris-Dakar? Il y a un peu moins de participants. Oui, mais moins de participants, ça ne veut pas dire que c'est plus facile. Les conditions, la course, ça reste la même. Pour le classement, en tout cas. Que vous grimpiez l'Alpe d'Huez tout seul ou vous la grimpiez à 10, vous grimpez l'Alpe d'Huez. Donc, donc pour moi, voilà. Après, c'est simplement, est-ce que les étapes sont plus faciles ou pas? C'est la seule chose, la seule inconnue que je n'ai pas sur le sujet. Mais voilà, c'est vrai que pouvoir terminer ce type de rallye fait partie des rêves de beaucoup de gens, j'imagine, dont je fais partie. Alors, qu'est-ce qui est le plus remarquable? Terminer 21e de la course ou juste de terminer la course, Hélène? Déjà terminer la course avec des conditions pareilles. Peu importe le résultat. Déjà, je pense que c'est une grande fierté de terminer la course. Déjà, sans assistance, on en parlait, et de terminer avec un résultat pareil, c'est même, j'allais dire, au-delà de ses espérances. Enfin, il l'espérait, mais c'est remarquable. Mais vraiment, pour moi, terminer une course pareille dans des conditions et sans assistance, c'est une sacrée performance, oui, vraiment. Est-ce que c'est aussi ça, peut-être, l'esprit, le premier esprit du sport automobile, finalement, quand on sait que maintenant les Formule 1, même les voitures de rallye sont hyper équipées avec une grosse équipe derrière, là, finalement, c'est peut-être l'essence de la course automobile qui rejaillit à travers Tristan Quedel. C'est la connaissance de la mécanique et de ce qu'on sait en faire, en plus du pilotage et de l'orientation, versus ce qui se fait en Formule 1, effectivement, avec la toute-puissance de la technique et de l'assistance, justement, avec de nombreuses personnes au chevet de ces baquets-là. Et dans des territoires qui sont vierges, magnifiques comme ceux-là, de pouvoir, en plus, semer d'embûches. Là, il y en a vraiment partout. Quand on voit les matières sur lesquelles ils roulent, c'est d'autant plus remarquable d'avoir tout ça à faire à la main, et simplement avec la connaissance de la mécanique et un bon facteur chance aussi, je pense. Mais ça en est d'autant plus remarquable. Il a préparé sa voiture pendant 2 ans, pour petite précision. Il s'entraînait à la mer de sable. Ouais. Peut-être, on ne lui a pas posé la question. Alors vous pourriez tenter une expérience comme celle-là, Yann Dujarrier? Si j'avais les moyens, bien sûr, avec grand plaisir. C'est vraiment un truc, je sais en plus avec qui je le ferais. Avec mon père.
D'accord. Avec mon père. Ouais, ça c'est. Je Dans pense une que c'est quelque séquence chose. confidence. Ouais, par les sports. C'est vraiment, je pense, si c'est un cadeau que je pouvais faire un jour à mon père, ouais, ce serait ça de lui dire, papa, on part faire le Dakar. Je pense qu'il serait aux anges. Mais et voilà. Mais c'est à vélo quand même, ça fait le boulot. Hein. Mais moi, je suis en train de me dire que je pars cet été en Namibie avec 2 amis, donc 2 femmes. On aura des routes de secours, etc. Mais on a pareil, camion, tente, camping, mais ça va être dans le désert. Vous voulez que je vous passe le numéro de Tristan Fredel pour qu'il vous donne des conseils? Je pense que si on a besoin, on l'appellera. Vous prenez un mécano. Parce qu'on risque de se retrouver dans des situations un peu compliquées, mais voilà, je penserai à lui qui se débrouille. Vous nous enverrez les photos. On partira avec sa photo pour... voilà. On arrête de faire chauffer la gomme, on va parler équitation dans notre focus du jour. Une mauvaise nouvelle pour le monde de l'équitation. Le jumping international de Versailles est officiellement annulé. Le concours de saut d'obstacles 5 étoiles devait avoir lieu au mois d'avril dans les écuries en face du château. Organisé une première fois en 2017 puis annulé en 2018 faute de date disponible. Les organisateurs ont cette fois-ci évoqué une conjoncture actuelle compliquée. L'événement est donc reporté à l'année prochaine si tous les éléments sont réunis. En 2017, le rendez-vous avait attiré les meilleurs cavaliers mondiaux. La question sur ce thème, faut-il annuler cet événement définitivement ? Pas de duel. Yann Dujarier, honteux. Je suis dégoûté. Voilà, je suis dégoûté pour 2 raisons. D'une, parce que je pense que le cheval a sa place à Versailles, première chose. Et deuxième chose, c'est que ça me donne un indicateur assez mauvais pour les épreuves olympiques qui devaient se dérouler sur ce site. Et je trouve ça vraiment dommage. Voilà, c'est tout. Je pense que, je comprends pas qu'on n'arrive pas sur un lieu comme celui-là, on n'arrive pas à créer le budget, on n'arrive pas à donner de la pérennité à un événement qui se doit d'être, tout simplement. Dommage que Raoul soit pas là pour nous donner des un autre chroniqueur de Sport. Ouais. Vraiment là, quand j'ai vu ça sur le conducteur, je suis dégoûté. Je trouve ça vraiment dommage et j'espère qu'ils vont y arriver parce que quand on passe la main sur 2 années, je pense que ça va être vraiment compliqué pour la suite. Pierre Chevalier. C'est effectivement extrêmement dommage. Je partage l'avis de Yann, dans la mesure où, en plus, je trouve que le communiqué et la raison invoquée est un petit peu light, un petit peu sibylle en disant, compte tenu de la conjoncture, on ne sait pas si c'est économique, si c'est politique. A priori, il y a de larges chances que ça soit lié au budget, aux finances. Mais effectivement, un théâtre pareil, un écrin pareil pour un jumping et des compétitions équestres à 5 ans des JO avec le programme qui avait été complet sur les 3 jours de compétition. Mais parce que, comme dit Yann, Versailles est une terre de cheval et le théâtre qu'il propose est absolument fantastique. Quand on voit ces images là dans les écuries du roi, en face de la place d'Armes, c'est fantastique comme décor. Donc j'ai du mal à comprendre quelles sont les réelles raisons, ou est-ce qu'il y a vraiment eu toutes les motivations nécessaires et toute l'obstination nécessaire pour pouvoir maintenir cet événement. Il était annoncé en tout cas jusqu'en début janvier. Ouais, on en avait parlé même dans les événements attendus de 2019 lors de la dernière édition. Donc là, on va pouvoir se le coller derrière l'oreille. Et le problème, c'est que malheureusement, alors, à la question que vous posez, non, il faut pas l'annuler définiquement. Mais effectivement, après deux, le jamais 203 est un petit peu risqué. Et donc, c'est de mauvais augure pour la suite, pour cet événement. Hélène, est-ce que les organisateurs se moquent du public, finalement ? C'est un événement qui est quand même très attendu. Je pense que c'est pas forcément l'équitation a sa place à Versailles. Est-ce que finalement les organisateurs se moquent du public ? Je pense pas que ce soit une question de se moquer du public, mais plutôt de quelque part pas respecter l'univers de l'équitation qui a vraiment sa place ici. Les cavaliers aussi qui attendaient cet événement. On disait 2 annulations. Je suis pas sûre que tous les cavaliers soient 100% partants s'il y a une édition annoncée l'année prochaine. Il y aura peut-être un problème de motivation ou deux. Est-ce qu'on va encore annuler ? Vous pensez que ça fait un petit peu amateur d'annuler 2 fois d'affilée cette compétition ? En tout cas, pour moi, annuler sans donner de vraies raisons et de raisons vraiment détaillées, on ne sait pas vraiment sur quoi est basée la décision de l'annulation. Moi, ça me gêne un peu. Jean, qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Je crois que tout a été dit autour de la table. J'essaie de me mettre à la place du cavalier, pas du cheval, mais à la place du cavalier. Et je rejoins un petit peu Hélène, parce qu'un compétiteur, lorsqu'il y a 2 années consécutives, la compétition est annulée. En plus, ça envoie un mauvais message. Ça envoie un très mauvais message. Et alors, je ne connais pas les plannings des cavaliers, mais si un compétiteur fait son programme, comme dans la plupart des sports individuels, sur sa saison, et que ça fait 2 saisons qu'il prévoit dans son programme le jumping international à Versailles, et qu'il est annulé en plus pour des raisons, c'est un petit peu obscures, quoi. On n'a pas les réelles raisons. Un jumping international qui était censé accompagner l'équitation jusqu'au JO de 2024. On voit les images de la candidature française. Donc c'est même à la limite, ça dépasse ça dépasse au niveau du sportif, parce que le message qu'on envoie même au niveau des JO et du niveau international, ça fait pas du tout sérieux de la part de notre pays, quoi. Et en plus, dans une discipline qui nous rapporte des médailles et sur laquelle on doit se permettre d'investir, c'est une discipline où il y a de l'argent, l'équitation. Faut pas nous dire le contraire. On ne connaît pas les véritables raisons. Non, bien sûr. Il y a une dernière problème de calendrier. Et cette année, mais ça peut être entendu. Ça peut être conjoncture compliquée. Ça peut sûrement économique. Problème de calendrier, ça peut être économique, ou est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi avec le site, hein? Est-ce que vraiment au château de Versailles, ils sont peut-être pas si contents que ça, que de voir arriver une compétition comme ça dans la cour du roi. Je pense que c'est d'abord dommageable pour la ville de Versailles, qui avait à l'époque une occasion fantastique de lier un patrimoine culturel et sportif, parce que Versailles c'est une ville culturelle, mais c'est une ville sportive qui justement promeut tous les sports ou le maximum de sports dans son sein. Et là, 2 fois de suite, les internationaux vont perdre l'habitude de le noter sur leur calendrier de préparation et de participation. Donc là, la ville de Versailles perd malheureusement une belle occasion de briller. Et évidemment, c'est tous les cavaliers et tout le public qui en seront les premiers déçus. En tout cas, c'est pas forcément de bon augure en vue des JO de 2024, entre le toit du Vélodrome national qui fuit et le jumping de Versailles qui est annulé. On espère qu'en tout cas, tout rentrera dans l'ordre dans les prochains mois. Je vous propose maintenant de parler de golf. La Fédération française a annoncé vouloir créer un pôle élite pour les meilleurs jeunes golfeurs de France à l'horizon 2020. Pour cela, un lieu a été ciblé, le Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le projet prévoit notamment une salle de sport, une aire d'entraînement aux petits jeux, ainsi qu'un centre d'accueil pour 30 à 40 golfeurs. Coût total de l'opération, près de 4 millions d'euros. Nous avons joint Christophe Mieza par téléphone, le directeur technique national de la Fédération française de golf. Il nous explique les objectifs de ce nouveau pôle. C'est de continuer évidemment de tout mettre en œuvre pour permettre à des joueurs français d'intégrer le top 50, le top 30 mondial et de prétendre aux sélections des futurs Ryder Cup ou Solheim Cup, avec en ligne de mire l'objectif de Paris 2024 et d'essayer évidemment d'aller y chercher une médaille. La question sur ce thème, pensez-vous que cette mesure peut améliorer le niveau du golf en France ? Oui. Pas de débat aujourd'hui, pas de duel. Pierre Chevalier, vous qui êtes le spécialiste golf. Évidemment obligé de dire oui, parce que c'est un projet derrière lequel... Vous étiez au courant ou ça vous a un petit peu surpris ? On en parle depuis longtemps en fait. La fédération et le monde du golf, on parle depuis un certain nombre d'années. On court derrière le fameux champion, le fameux porte-drapeau français qui durera depuis des années et des années. C'est un moyen d'arriver à développer le golf et à développer les vocations et à créer des nouveaux joueurs. Ça n'est pas le seul. C'est pas ce moyen unique qui fera en sorte que le golf pourra reprendre une voie un petit peu sur l'expansion, notamment du nombre de licenciés. Mais c'est évidemment un point positif à souligner, parce que nos champions actuels, donc les différents porte-drapeaux sur les 10 dernières années, les Victor Dubuisson, les Alexander Levy, les Mike Lorenzo Vera, pour ne citer que et leurs glorieux anciens d'ailleurs, s'entraînaient tous un petit peu à différents endroits sur différents golfs et resorts de France. Là, avec un golf national qui désormais brille sur la scène internationale depuis la Ryder Cup, depuis l'Open de France, même si on a quelques troubles là maintenant dans l'avenir de l'Open de France,
tous les regrouper au golf national. Déjà, c'est s'assurer d'avoir une des meilleures surfaces sportives d'entraînement golfique qui soit, de réunir les plus grands professionnels, que ce soit les pros, les administratifs aussi, les préparateurs mentaux, les préparateurs physiques. C'est un gage sûrement de succès. Et de toute façon, c'est un projet à pousser et à encourager pour qu'on puisse réellement avoir un ou plusieurs champions français qui durent. Les Espagnols l'ont fait avant nous. Les Scandinaves l'ont fait également, ça donne des résultats. Et donc on va pouvoir maintenant croiser les doigts pour que notre champion français et nos champions français et françaises puissent émerger. Je rappelle que le premier français au classement mondial est Alexander Lévy. Il est 100e mondial. Ça pique. Hélène, c'est forcément positif. Oui, de toute façon, c'est l'occasion de rajeunir aussi un petit peu tout ça, d'apporter le golf à peut-être une génération donc plus jeune et d'aller chercher les meilleurs parmi les jeunes pour finalement peut-être trouver des nouveaux talents et puis pousser ces nouveaux talents à devenir des grands noms et finalement à arriver en classement comme c'est son cas. Mais voilà, on peut pas dire que c'est pas une bonne chose. C'est forcément, on a envie de développer le golf. Jean, ça peut créer une émulation. Tout à fait. Entre tous ces joueurs. Tout à fait, puisqu'aujourd'hui on a les meilleurs joueurs qui sont éclatés un peu dans différents clubs en France, et forcément, dans leurs clubs respectifs, ce sont les meilleurs. Donc, au niveau de la progression, c'est pas ce qu'on fait de mieux. Alors que là, si on regroupe les meilleurs joueurs de France, ça va tirer le groupe vers le haut et le niveau vers le haut forcément, puisqu'ils vont pouvoir se confronter entre eux au haut niveau du golf français, et obligatoirement il y aura des résultats et ça tirera le niveau vers le haut. Ça, c'est indéniable. Ce qu'il faut ajouter, c'est qu'un pôle national comme celui qui est en projet actuellement au golf national, ça permettra aussi aux futures graines de champions et de championnes d'éviter, entre guillemets, ou alors d'avoir une alternative, d'aller se former aux États-Unis, par exemple, parce qu'actuellement, c'est ce qui se passe pour la plupart des grandes joueuses ou des grands joueurs en devenir français et françaises. Qu'est-ce qu'ils ont de plus, finalement, aux États-Unis ? Ils ont cette organisation-là. Ils ont aussi la culture, évidemment. Ils ont la mode du golf et l'esprit du golf aussi chevillé au corps. Il y a beaucoup plus de pratiquants aussi là-bas, mais ils ont cette volonté de professionnaliser et de donner toutes les chances aux futurs champions de pouvoir éclore en s'entraînant et en étant non pas en vase clos, mais justement de pouvoir glaner un petit peu toutes les bonnes expériences de ces anciens joueurs et pros qui vont pouvoir leur apporter expérience mentale et physique et technique aussi. Donc très bonne chose. Yann Dujarrier, j'imagine que vous êtes aussi conquis par cette initiative. Oui, parce que comme ça peut créer des. Je vais prendre une phrase chérie de notre bon Jean. Je pense que tout a été dit sur ce plateau. Mais oui, bien sûr, ce type de regroupement permet l'émulation. Il y a eu à peu près la même chose pour le tennis français à Roland-Garros. Voilà, mais et puis dans le cyclisme, c'est à Saint-Quentin. Ça ne marche pas encore pour le tennis français. Parce que, alors, en fait, même s'il y a une belle demi-finale de Lucas Pouille à l'Open d'Australie. Mais le problème du sportif français, c'est que on n'a pas les crocs. Quand vous êtes un jeune gamin de 18-20 ans, vous n'avez pas. Aujourd'hui, on vit en France, on vit avec une cuillère en argent, et du coup, on n'a pas l'envie, on ne naît pas avec ce fighting spirit qui permet des moyens à ces jeunes d'avoir ce fighting spirit. Je pense qu'on est simplement couvé dans toutes les structures, que ce soit au niveau d'éducation nationale, que ce soit tout est rendu trop facile. Et dès qu'il y a la moindre difficulté qui se présente, et quand on est trop jeune, eh bien, on baisse les bras. Et ça, je pense que c'est une vraie problématique française, culturelle. Mais bon, après, je peux peut-être me tromper. Mais quand je vois, je vais bouffer son nom, mais c'est Mehdi Bala qui est allé s'entraîner pendant des années avec les Éthiopiens pour devenir le meilleur sur le 3000 mètres steeple. Je me dis, c'est qu'il y a une raison, voilà. Et ce garçon, il avait. Au golf, ça sert à rien. Mais bien sûr, il joue pas en Éthiopie. Après, là où moi je crois que c'est 800 mètres, par contre.
C'est peut-être, oui, enfin, voilà, mais je précise. J'ai certainement inversé deux trois, voilà, j'ai certainement mangé deux trois informations dans le truc, mais voilà, il y a des sportifs qui sont obligés de s'expatrier pour pouvoir réussir. Et moi, quand je vois que sur le golf que le meilleur français, il est au-delà de la 100e place mondiale, alors 100e. Il est juste 100e, d'accord. Mais quand je vois le nombre d'infrastructures qu'il peut y avoir juste en Ile-de-France, ou alors je vais même aller plus loin. Après, je vais juste à dire. Le golf français avait Victor Dubuisson, qui était dans les 12-15 meilleurs joueurs européens en 2014. Il revient. Oui, mais quand je vois le nombre d'infrastructures, je me dis comment c'est possible qu'on ne sorte pas plus de. Donc, en effet, il devait manquer cette structure pour pouvoir permettre aux meilleurs d'émerger. En effet, quand vous vous entraînez à droite à gauche, ben vous avez peut-être le meilleur préparateur mental, mais vous n'avez pas le meilleur préparateur physique, vous n'avez pas le meilleur préparateur technique. Donc là, tout le monde va être au même endroit. Et donc, tout le monde bénéficiera des meilleurs conseils. Rapidement. La Fédération française vient de communiquer d'ailleurs en disant que, en comparant ce qui s'était passé en Allemagne, par exemple, ou en Espagne, avec des champions qui tractent en gros la scène médiatique, mais qui font face, ces pays-là font face à une baisse de la licence, du nombre de licenciés et de pratiquants. Donc, elle insiste sur le fait que ça ne soit pas systématiquement corrélé. En revanche, ça mérite d'être tenté de toute façon, au moins en France, pour un petit peu aguerrir la culture et la culture de la gagne et du mental. Donc on valide un projet à 4 millions d'euros au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines. 4 millions d'euros aujourd'hui. Surtout par rapport à d'autres sports. Mais oui. On va passer maintenant à notre page coup de projecteur. Désolé de vous couper. Dans ce coup de projecteur de la voile, si vous voulez connaître les sensations d'un skipper pendant un Vendée Globe, ce film peut vous intéresser. Le navigateur versaillais Éric Bellion va sortir le 13 février prochain son film baptisé Comme un seul homme, qui retrace son parcours sur son Vendée Globe 2017 en totale immersion. Regardez la bande-annonce. Que c'est beau! Ah! On est sur le Vendée Globe, ouais! Bateau, tout heureux. Je suis abandonné des 100 fois aujourd'hui. La merde, putain, j'ai cassé mon sapin. Il y a du dégât là. Il y a du gros dégât. Si demain tout s'arrête, je sais pas, pour une raison ou pour une autre, je pourrais rentrer en disant que c'était une merveille. Que j'ai trouvé ce que je cherchais et que j'ai aucun regret. Mais en tant qu'homme, je suis allé au-delà de ce que je pensais. Je sais pas pourquoi je pleure, tout ça, mais je suis vraiment heureux. Jean-Mi, une réaction sur cette bande-annonce. Oui, ça va être un beau film. Il est fabuleux. Ça dure combien? 1h25. 1h25. Ah ouais. 1h25, c'est la règle à la banane, ça là quand même. Ça donne envie d'aller jeter un coup d'œil quand même. Bon, je vais demander à la production qui vous envoie des tickets. Il est bien perché, je pense, quand même, notre ami Eric. Et là, c'est le Vendée Globe, c'est pas la route du Rhum. Le Vendée Globe, c'est ça. Sur la route du Rhum, il avait approché la course en décélérant, c'est-à-dire en allant le plus lentement possible pour prendre du recul, alors que le Vendée Globe, il a vraiment fait la compétition. Il a fait la course. Ah oui, on voit qu'il est motivé. Il est arrivé 11e. On voit qu'il est chaud, là, chaud patate. Hein. Le film doit osciller entre les moments où il est désespéré, les moments où il est au bout de ses nerfs, et les moments où il est complètement... il craque. Justement, on a interviewé Éric Bellion, on va l'écouter tout de suite. Il est à présenter jeudi 24 janvier ce film à Versailles, on l'écoute. Donc c'est tout ce qui se passe quand on perd le bateau de vue et jusqu'à ce qu'on le redécouvre. Et donc c'est tout ce cheminement intérieur, le fait d'aller au-delà de sa peur, de se rencontrer. Et j'essaie de le raconter avec le plus de sincérité possible. Je crois qu'il y a
que des moments très forts, parce que ça, c'est une aventure ultime. Moi, j'avais jamais fait de solitaire avant de partir sur le Vendée Globe, donc tout est une découverte, chaque jour est une aventure. Un film qui a été plébiscité par le public versaillais, on écoute les réactions. C'est quelqu'un d'assez original et je trouve que c'est sympa de pouvoir nous faire partager ce qu'il a vécu. La difficulté de la course comme ça, c'est de pas partager ces moments-là. Il a eu une approche de ce tour du monde avec une philosophie finalement sur sa façon d'appréhender ses difficultés, sa relation avec son bateau, sa relation à la solitude. Ça me parle beaucoup. La question sur ce thème, comprenez-vous sa démarche avec ce film? Oui ou non? On fait un petit duel entre Hélène et Yann. Hélène? Pas d'accord? Ah merde, je voulais mettre vert. Non, mais moi je suis d'accord. Dans le cochon. Non, mais c'est pas grave, je fais quand même un duel. Mais pas, hein, on est d'accord avec Yann. Non, mais je pense que de toute façon, c'est tout à son honneur de vouloir partager ça. Et on le disait, c'est une découverte pour lui de faire un voyage comme ça en solitaire. Donc vous comprenez sa démarche? Oui, non, j'ai mal. J'étais en train de regarder les deux là qui est perturbé par Éric Bellion. C'est du n'importe quoi. Mais non, moi je suis tout à fait. C'est quelque chose qu'on n'aura jamais l'occasion de vivre nous, qu'on pourra pas non plus voir ni en reportage ni rien, puisque en reportage on n'est jamais seul. Là, il tourne lui-même. En plus, on voit les réactions en direct et je pense qu'il y a possibilité de beaucoup rire et en même temps d'être très étonné de ce qu'on peut vivre dans une course pareille. Il a tout à fait raison de partager, c'est une chance. Yann Dujarrier. Même s'il n'y a pas de duel. On est d'accord, on est d'accord. Donc non, ouais, c'est super sympa justement de pouvoir permettre aux gens de rentrer dans son intimité. Moi, ce que j'aimerais aussi, c'est que ce soit fait avec un autre, parce que comme on sait que c'est déjà un personnage qui est un peu, je pense que il doit y avoir deux personnages dans sa vie. C'est-à-dire que c'est l'homme de tous les jours que vous allez pouvoir rencontrer, qui doit être très très sympa, comme on a pu le voir sur un. Et il est très sympa. Qu'on a pu voir sur l'interview. Et je pense que dès qu'il est sur son bateau, il y a un truc qui se passe et il sort de son corps. Donc vous sur le vélo. Comme moi sur le vélo. Tout à fait. On est entièrement d'accord. Je peux être dans des états seconds quand je suis sur mon vélo. Et j'en suis très très fier. Mais c'est vrai. C'est des moments. C'est des moments où on s'en fout de ce de ce que les gens peuvent penser de nous. Et moi, je suis le premier à faire le con quand je suis sur mon vélo au Vélodrome, bien sûr. Et t'as fini combien? Je suis là pour m'amuser. Moi, le vélo, c'est pas que. Bien sûr qu'il y a des moments où il va falloir être super sérieux et où il va falloir aller chercher un résultat. Mais il l'a fait sur le Vendée Globe en terminant 11e. Mais voilà, je veux dire, c'est à la base, c'est prendre du plaisir. Et donc, pouvoir le partager, tant mieux pour lui. Et j'espère que ça va lui permettre de pouvoir prendre un peu d'argent pour pouvoir faire d'autres projets, pour repartir par la suite. Il y a notamment des projets de tour du monde pendant 3 ans pour rencontrer les populations. Mais je suis même pas sûre en fait. C'est encore un projet. Je suis même pas sûre que son projet, bon bien sûr il y a peut-être un peu d'argent qui va rentrer, mais je suis sûre qu'à la base quand il y a pensé, je ne sais pas s'il y a pensé au départ. Non, mais il a vu des bandes après. Il a filmé peut-être en se disant comme ça je vais voir ce que ça donne. Il était parti vraiment dans l'idée de faire un film. Il avait 2 GoPro qui rechargeait au fur et à mesure. Il est revenu avec 50 heures d'images. Si ça se trouve, il joue les scènes, le fourbe. Non, mais voilà, je pense qu'il avait peut-être le projet de transmettre, etc., mais pas forcément dans le but de gagner de l'argent ni rien, mais vraiment peut-être d'amener aux gens. Voilà, c'est ça. On sent qu'il y a ce côté-là, il veut partager sans filtre, sans rien. Ça aurait pu le perturber pendant sa course, Pierre Chevalier? S'il est parti pour ça, non, je pense pas. Je trouve ça hyper frais comme parfois partage d'expérience. Les manœuvres se jouent au millimètre sur une course comme celle-là. Mais là, en gros, c'est plus a posteriori. C'est-à-dire que là, il montre par exemple une baume, un safran qui est cassé en deux, ou un bout de mât. Il met le doigt sur la difficulté de la course au large en solitaire. On n'a pas vraiment, on n'a pas d'image en fait des courses au large comme le Vendée Globe, la Route du Rhum, etc. On sait que c'est un côté complètement mythique et que c'est extrêmement difficile. C'est peut-être un des premiers à rapporter autant d'images et donc autant d'images à monter. Justement, et à montrer l'expérience. Ça dénature pas la course au final. On a eu pendant des années peu d'images. Est-ce que finalement, il fallait pas laisser le mythe au mythe? C'est filmé brut. C'est-à-dire là, c'est comme disait Hélène, sur ces moments de joie et ces moments de doute extrême ou de démotivation, c'est un bonhomme attachant. Et là, il montre vraiment
presque l'envers du décor et la difficulté de la course au large. Donc non, je pense pas que ça dénature. Hélène. Mais je pense que chaque course est différente et le personnage à chaque fois est différent, la course est différente, les événements, la météo, tout est différent. Donc je pense pas que ça dénature la course. Je pense que ça permet de la comprendre, de voir un petit peu ce qui se passe et d'imaginer un petit peu, de se projeter un petit peu dans ce qu'il faut être et la force d'état d'esprit qu'il faut avoir. Mais non, je pense pas que ça dénature. Hélène a dit 3 fois une petite chose, elle a dit un petit peu. Vous nous avez dit qu'il a pris 50 heures. Je crois que le Vendée Globe, quand ils partent pour 3 mois de mémoire. C'est ça. C'est pas beaucoup, voilà. ça. Donc 50 heures sur 3 mois, c'est 2 jours. Donc ça veut dire. Ça dépend des bateaux. Oui, non, mais voilà. Mais donc c'était juste de mémoire. J'avais souvenir d'une course qui est quand même très très longue. Et donc on a 50 heures sur 2 mois de course. Et donc on a 50 heures d'image. Et en plus, on va en voir qu'1 heure et demie quand on va aller au cinéma. Donc en fait, on ne voit strictement rien. J'exagère un petit peu, mais on ne voit quand même pas grand-chose. Donc quelque part, il y a encore énormément à faire découvrir, et je pense qu'ils peuvent encore en sortir des films et des films, et il y a encore largement de quoi parler sur le Vendée Globe et sur les courses en solitaire. Dernière question, Jean, est-ce que ça peut susciter des vocations ? Certains Versaillais se diront peut-être, en voyant le film d'Éric Bellion, je vais me lancer dans la course au large. Oui, certainement, parce que là, on voit vraiment la difficulté et une course comme celle du Vendée Globe de l'intérieur. Donc ça, c'est des choses qu'on n'avait encore jamais vues. Après, il doit quand même se cogner un peu quand même, parce que il avait perdu de vue le bateau à un moment donné. Je sais pas, mais bon. Il est bien, Eric, mais non, c'est fantastique. Moi, on plaisante, mais c'est bien ce qu'il fait à l'intérieur. Je pensais en Formule 1, il y a bien une caméra à l'intérieur. On voit bien le pilote aussi piloter. Effectivement. Donc il y a un peu cette immersion aussi dans d'autres sports. Ah non, tu mets le Formule 1 à l'eau, elle coule. Hein. Moi, j'aimerais qu'il y ait une caméra dans la mêlée aussi, au rugby. Ce qui se passe en mêlée reste en mêlée. Ah, non. C'est fini, il n'y a plus rien. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a même des vidéos et des images. Non, on n'a pas fini. On a des images aussi. Vous avez 3 secondes du Tour de France. Dans le peloton du Tour de France, on a aussi des images. Donc voilà, la technique nous le permet, donc il faut le faire. Non, vous n'allez pas me couper. C'est terminé. On passe maintenant à notre page débat. Des écrans, des parties qui se jouent à la dernière seconde. Bienvenue sur un tournoi de e-sport sur le jeu Hearthstone. Exactement, je vous coupe pour ça. Un rendez-vous très intéressant organisé à l'Hôtel de Ville de Versailles ce samedi 26 janvier. Ce jeu est considéré aujourd'hui comme un sport à part entière. Dans ce tournoi versaillais, on pouvait trouver Michael Loz, alias Maverick, l'un des meilleurs joueurs français en activité. Il s'est lancé dans la discipline il y a 4 ans comme un athlète de haut niveau. On écoute sa réaction au micro de TV78. J'aime pas vraiment l'appeler sport, mais il y a beaucoup de similitudes, c'est-à-dire qu'on s'entraîne beaucoup, on analyse nos matchs, être capable d'être concentré tout le long d'un match et même de plusieurs matchs quand on doit en jouer plusieurs sur une journée, c'est pas toujours quelque chose de facile, même bien boire entre les matchs, etc. C'est des réflexes que tout le monde n'a pas et qui sont très importants quand on veut faire la différence au tout haut niveau. La question sur ce thème, le e-sport est-il déjà un vrai sport ? Non. Pas de duel aujourd'hui. Vous avez décidé d'être contre moi. Excusez-nous d'être d'accord. Jean, pour vous, ce n'est pas un vrai sport. Alors, on avait fait le débat, si ma mémoire est bonne, on avait déjà fait le débat sur ce plateau. Sur ce plateau. Pour le bridge. Oui, pour le bridge. Voilà, pour le bridge, vous me le soufflez. Pour le bridge. Alors, pourquoi je dis non ? Parce que pour moi, lorsqu'il n'y a pas d'effort physique, on ne peut pas. Alors, c'est toujours l'éternel problème, il y en a qui vont nous sauter dessus. Espérons qu'ils ne sont pas trop gaillards. Mais pour moi, quand il n'y a pas d'effort physique, j'ai du mal à pouvoir dire que c'est un sport à part entière. Pourtant, il a dit qu'il fallait bien s'hydrater entre chaque partie. Oui, d'accord. Alors s'il faut s'hydrater, alors là, moi je connais des sports où on s'hydrate. Non, mais là, non, là je peux pas dire. Non, mais bien sûr qu'il y a une préparation, puisque les échecs, le bridge, même les jeux de cartes. Bien sûr qu'il y a de la concentration, qu'il y a une fatigue qui est différente, il y a une hydratation. Mais pour moi, j'ai du mal à associer ça au mot sport. Voilà, c'est plutôt une discipline pour moi qu'un sport. Moi, pour moi, l'image du sport, c'est un effort physique. Voilà. Là, on va me dire, c'est physique. Eh bien, moi, non. Voilà. Moi, je pense que c'est là où il y a une décorrélation, c'est l'utilisation de la machine. C'est-à-dire qu'il y a un ordi en face, il y a un jeu vidéo, et il faut, a priori,
faire la meilleure performance sans tirer aucun avantage de la machine elle-même. Je fais un parallèle avec l'équitation, on a un cheval et un cavalier. Il y a justement une quintessence entre les deux, et puis le cavalier va tirer le meilleur parti de son cheval. Il y a une vraie osmose entre les deux. Là, j'ai du mal à voir le lien entre le joueur de e-sport, son ordinateur. Il faut qu'il maîtrise parfaitement sa manette, quand même. Si vous voulez. Ouais. Mais c'est plus son clavier, son jokari. C'est ça. Il faut qu'il soit habile. Il faut qu'il soit habile. Mais ça ne repose que sur, on va dire, des réflexes ou un intellect. Il y a effectivement une préparation. Mais pour moi, ça ne peut pas être un sport à partir du moment où il y a pas de dépassement de soi. En sport automobile, par exemple. En sport automobile, par exemple. Il y a un volant électronique. Il y a un volant électronique, il y a une voiture, il y a des équipes autour. Du coup, c'est pas un sport pour vous. Ah si, attention. Le sport automobile, c'est physique. Elle y est la dépense physique en sport automobile. Et là, la préparation, c'est pas la même qu'un jeu e-sport, je pense. Maîtriser sa manette, moi j'en connais. Même dans la comparaison avec le bridge, je pense que même si le bridge, on a du mal à considérer que ce soit un vrai sport parce qu'il n'y a pas de confrontation physique, il y a quand même une confrontation d'équipe. Il y a des stratégies. Alors que là, oui, je reviens à ce que tu disais, on est face à une machine, on doit faire le meilleur temps, la meilleure performance, ou voire dépasser un score, mais il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de... Il peut y avoir de la stratégie entre plusieurs partenaires. Oui, peut-être pas forcément sur ce jeu-là, mais sur d'autres jeux, c'est possible. Ouais, mais pour moi, c'est pas le fait qu'il y ait la machine et qu'il y ait ce milieu, enfin je sais pas comment dire, ce joystick. Oui, non, c'est pas ça, mais cette machine au milieu, c'est cet univers au milieu, ça, pour moi, ça éloigne du sport. On n'est pas dans la confrontation vraiment physique ou mentale en one-to-one. Voilà. Là, pour moi, il y a comme un mur au milieu et qui fait une séparation avec les joueurs. Et pourtant, le e-sport est considéré comme un sport depuis la fin des années 90, lorsque sont apparues les premières compétitions sur Internet. Est-ce qu'on a des courbatures quand on fait du e-sport? On peut avoir des tendinites au pouce. Il y a ça, et je dirais même côté chimique, le côté endorphine. Quand on fait une bonne sortie en course à pied, une bonne sortie en vélo, un gros match de rugby, on sort avec une certaine forme de bien-être, de dépassement et de dépenses physiques, notamment. Et là, je suis pas sûr qu'après un match de e-sport, on soit vraiment. Je pense qu'on est complètement abruti. On est fatigué, mais pas. L'état d'abruti, hein, pas de. Je ne porte pas de jugement, bien sûr. Mais les meilleurs joueurs, pour information, les meilleurs joueurs jouent 10 heures par jour et 6 jours sur 7. La plupart du temps, voilà, ce sont plutôt des jeunes, hein, il faut le dire, hein, entre 18 et 25 ans. On ne doit pas avoir l'âge pour pouvoir comprendre ce type d'activité. Yann a parlé. Voilà, non, mais... Là, pour le coup... Voilà, je pense que... Vous avez du mal avec cette idée, Yann Jury? Oui, j'ai du mal à me dire que de me mettre derrière un écran pour passer du temps à jouer à un jeu vidéo puisse être comparé ou puisse être intégré au fait de se dire que je fais du sport. Pour moi, faire du sport, c'est ce que disait Jean tout à l'heure, c'est se dépasser, c'est transpirer, c'est être essoufflé, c'est être fatigué, c'est avoir des courbatures, c'est après je suis complètement d'accord qu'ils ont un entraînement, une préparation, mais pour moi c'est pas. Ils se regroupent même parfois en équipe. Ils sont bien sûr, une dizaine dans des maisons. Et ils jouent plusieurs heures. Ils jouent à leur manette. Avec leur joystick. Ils jouent à leur manette. Mais il y a un moment où on peut pas comparer ça à un 100 mètres des Jeux Olympiques. On peut pas comparer pourtant, il y a 400 000 joueurs réguliers en France et plus de 1000 professionnels qui gagnent vraiment leur vie du jeu vidéo. Peut-être plus que dans certains sports. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très très accessible. Voilà. Les consoles vidéo, etc. Maintenant, c'est un phénomène de société. Mais oui, bien sûr, il y en a partout dans toutes les maisons. Donc ça demande peu d'investissement en fin de compte. Et le e-sport devrait intégrer les Jeux Olympiques. Oh non, ou alors ils font un JO des sports. C'est une info, fake news, je ne la commande pas. Un Fox.
Attendez, ça fait des années qu'il y a des sports. Et notamment à Paris. On en parle pour les JO 2024 à Paris. Ça fait une belle connerie alors. En tant que sport invité. On refuse l'accession aux Jeux Olympiques de certaines disciplines sportives. Sportives, bien sûr. Avec un grand S, et on va mettre le e-sport. Le roller de vitesse que j'ai pratiqué fait partie des sports qui se fait barrer, alors que au niveau des VO2 max, les seuils qui sont atteints par les sportifs de haut niveau en roller de vitesse sont quasi équivalentes aux skieurs de fond, qui sont déjà très élevés dans le milieu. Mais il y a sûrement qu'il y a beaucoup moins de téléspectateurs, parce que je rappelle quand même les chiffres pour 2018, le sport électronique a rassemblé plus de 385 millions de téléspectateurs à travers le monde. C'est plus par exemple que sur une saison de Ligue 1 de football par exemple, 8 millions de spectateurs au stade. Non, mais là, on peut pas lutter puisque 385 millions d'entrée, les consoles de jeux, quelles que soient les marques, sont entrées dans les maisons depuis une vingtaine d'années. Donc là, c'est générationnel, c'est sûr. Nous, on en a connu quelques-unes avec des Atari 520 ST ou des Commodore, enfin ce genre de choses. Les jeux vidéo sont rentrés dans les maisons. Donc on peut pas lutter en termes d'audience notamment et en termes d'intérêt de la population. Donc c'est vrai que si on essaye, parce que je dis encore, on essaye d'en faire un sport, c'est vrai que le nombre de spectateurs, téléspectateurs, évidemment, il est d'entrée énorme. Si, je veux bien. Mais alors, on fait des compétitions de Pokémon Go. Pokémon Go. Bah oui, bien sûr. Qui est également du e-sport. Bien sûr. Là, il faut marcher. Là, on sort. Avec des obstacles. Mais pas quand il faut être derrière un écran, quoi. Il n'y a plus qu'à faire les Jeux Olympiques virtuels et puis on est en pleine alérie. Chacun reste chez soi et puis on fait puis même pour les spectateurs à regarder ça, on les voit, ils sont juste là devant leur écran. Il y a pas grand chose à vivre, à part quand il y a une action. Je veux dire. Il y a des stades entiers qui sont remplis grâce au e-sport. Oui, non, mais c'est un phénomène de société, donc forcément. Pierre l'a dit, on ne peut pas rivaliser. Juste une petite info avant de se quitter. En France, le meilleur joueur français a gagné 108 000 € l'année dernière en jouant au jeu de combat Counter-Strike. Eh ben moi je vais y jouer. Voilà, 108 000 € sur une année. C'est bien. Donc plus que certains athlètes qui des fois parfois par rapport à s'entraînent pendant des années et des années. Ou de la lutte. Parce que là on s'écarte un peu. C'est pas la même implication. Voilà. C'est la fin de cette émission. On va terminer par une citation de l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du hockey cette saison, l'américano-canadien Wayne Gretzky. Vous ratez 100% des tirs que vous ne tentez pas. Je vous laisse méditer sur cette phrase. À bientôt sur TV 78.